Alors cet après-midi, nous sommes ici en plénière jusqu'à 15h, 15h30, 15h35, et ensuite on ira directement aux ateliers où votre premier rendez-vous vous attend à 15h45. Je vous préciserai tout cela en fin de séance. Cet après-midi, trois sujets, 3 temps. Nous parlerons bien évidemment communication, bilan des actions de communication, et en particulier de la fête de l'énergie, vous en sortez, et puis perspective, feuille de route à venir. Et je ne vous cache pas que le panel a pas mal de questions concrètes et précises sur la communication, on vous entendra. Nous entendrons également, deuxième temps, José Kerr, avec lequel on va balayer rapidement une série de sujets d'actualité importants pour vos missions quotidiennes. Et puis tout de suite, on va accueillir Alban Gaspard, socio-économiste à l'ADEME. Alors, moi, quand je ne participe pas à ces rencontres nationales, je suis journaliste et je travaille dans une télévision. Et là, je viens de faire 4 émissions qui vont être diffusées dans le cadre de la COP21. Et j'ai observé, je suis allé dans des territoires et je suis allé dans un lycée où j'ai passé 1 heure avec des jeunes de seconde et de première qui travaillent sur la COP21. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu les dramatiques événements de Paris, ils étaient invités au Bourget. Et j'ai pu observer, en tout cas, j'ai rencontré une centaine de personnes qui a vraiment, chez les gens, chez les habitants, une prise de conscience. On parlait là des sujets de la COP21 et puis ils expriment très vite les déclinaisons concrètes dans les gestes quotidiens de leur vie. Quant aux ruptures vers laquelle on est engagé, ça c'est un autre sujet, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on observe, c'est pas du tout scientifique, la science c'est Alban qui va vous la partager dans quelques instants, on observe quand même qu'il y a une rapide prise de conscience des habitants sur tous ces sujets autour de l'énergie. Avec Alban Gaspard, on va justement explorer, à la lumière de toutes les études sociologiques que mène l'ADEME, explorer ces attitudes des habitants en matière énergétique. Alors, je vous l'ai dit ce matin, le sujet du passage à l'acte, qui est aussi d'ailleurs traité dans un atelier, l'appropriation des nouveaux outils, des nouveaux process. On pense par exemple au compteur intelligent. ERDF a lancé son déploiement national il y a 15 jours. Tout le champ de l'accompagnement aussi, hein. Donc il y a des infos intéressantes que va nous donner Alban tout de suite. Et puis on enchaînera sur communication et sujets d'actualité. Et ensuite, on échangera avec le panel. Bienvenue. C'est bien d'applaudir avant. Toujours ça de prix. Bonjour à tous. Je ne vous vois pas très bien, mais... Comment je les vois pas très bien. Ah non, ils sont là. Ils sont là, je vous assure. Alors, on m'a donné 8 minutes pour vous faire un panorama des résultats de l'année sur la question du passage à l'acte. Donc ça va forcément être très court et très frustrant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a une session d'atelier qui est consacrée à ce sujet. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à venir en discuter plus en avant, avec des conseillers qui ont travaillé sur le sujet. Alors, ce que je vais faire là, dans les 8 minutes qui me sont imparties, c'est vous parler, tout d'abord, vous faire un rapide retour sur quelques notions de base, sur les questions de comportement, pour que vous puissiez un petit peu placer les éléments que vous avez tous en tête, peut-être de façon diffuse, dans un cadre théorique, et ensuite parler de la question de l'accompagnement qui est au cœur de votre métier. La première chose, donc, quand on dit changement de comportement, passage à l'acte, on a des tas de choses, des tas de facteurs qui nous viennent en tête. La sociologie nous aide à penser ce qui se passe dans le phénomène du passage à l'acte et elle nous aide à le faire à travers un certain nombre de concepts qui, en se combinant, aident à comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font à un moment donné et pourquoi à un moment donné ils vont évoluer vers autre chose. Pour ceux qui ont un papier et un crayon, je vous invite à faire un petit triangle sur le papier et à comprendre les 3 pôles qui peuvent expliquer le comportement d'un individu.
Vous avez le premier pôle qui est le pôle des représentations, des significations et des valeurs. Dans le domaine de la rénovation, c'est par exemple la représentation qu'on peut se faire des travaux. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est lourd, etc. La représentation qu'on peut se faire du confort, etc. Vous avez un autre pôle qui est le pôle des compétences. Les compétences qu'ont les ménages, les individus pour faire des travaux. Ce n'est pas donné à tout le monde, et vous le savez bien mieux que moi, de lire un devis, de savoir recruter un artisan, de savoir comprendre les enjeux techniques liés à l'énergie. C'est le deuxième pôle. Vous avez le troisième pôle qui est le contexte matériel et technique dans lequel on évolue tous, qui est marqué par notre culture, par la société dans laquelle on vit. Et là, c'est les bâtiments dans lesquels on vit. Ça peut être aussi les technologies qui sont disponibles, ce qui est sur le marché, les artisans, etc. Ces trois pôles nous aident à comprendre que les ménages ont des motivations à agir ou des capacités d'action qui sont différenciées. Et si on retient bien ces deux éléments, motivation à agir et capacité d'action, on arrive à comprendre comment vont se combiner les trois facteurs dont je vous ai parlé pour aller d'une situation où le ménage n'a pas envie de faire de travaux à une situation où il va commencer à s'intéresser à la chose et puis petit à petit enclencher un processus qui va l'amener au passage à l'acte. Quand on dit passage à l'acte, il ne faut pas se dire que tout ceci n'arrive qu'en une journée. C'est un processus et le changement est un processus. Et c'est là toute la difficulté, c'est de pouvoir accompagner l'intégralité de ce processus. Alors, comme il y a différents leviers, eh bien, il faut que l'accompagnement puisse porter sur ces différents leviers. Et c'est là toute la difficulté. Je ne reviendrai pas sur le contexte matériel et technique, le fait d'avoir les artisans qui sont capables de répondre aux demandes des ménages, le fait d'avoir les technologies, etc. Je vais m'arrêter plutôt sur les deux autres pôles. Le pôle représentation, signification, valeur, c'est tout ce qui a trait donc, à la façon dont le ménage va concevoir son projet de rénovation et aussi à tout un tas de valeurs qu'il porte et qui peuvent l'aider à passer à l'acte sur ces questions de rénovation ou au contraire aller à l'encontre d'une démarche de rénovation. Dans le domaine qui nous intéresse, la sociologie a produit des résultats. On a travaillé cette année avec une équipe de recherche dans un projet qui s'appelle Vilotte. On vous mettra à disposition par la suite tous les éléments que je vous présente aujourd'hui pour mettre à jour un petit peu les résultats sur ces questions-là. On s'aperçoit que finalement, ces résultats changent assez peu. Les motivations pour faire des travaux, c'est la maîtrise des coûts, la qualité de vie, la valorisation patrimoniale, la valorisation sociale. Les gens font des travaux pour tout un tas de raisons que les questions énergétiques, mais ça ne surprend plus personne à l'heure actuelle de le dire. Il faut juste le rappeler et l'avoir en tête, parce que recevoir un ménage, c'est essayer de prendre en compte la dimension énergétique, mais également toutes les autres dimensions qui guident son parcours. Sur la dimension compétence, donc le troisième pôle, cette dimension, elle peut se décomposer en deux éléments. Vous avez les compétences sur qu'est-ce que c'est que l'énergie, qu'est-ce que c'est que consommer de l'énergie, qu'est-ce que ça veut dire pour mon foyer à moi, qu'est-ce qui consomme, etc. Ça, c'est une dimension qui, à l'heure actuelle, est peu traitée. Ceux qui comprennent leur facture de gaz ou d'électricité sont très peu, c'est très compliqué. Là, on est au début d'une ère de quelque chose qui s'ouvre avec l'arrivée des compteurs communicants et l'arrivée des données qui sont liées à ces compteurs. Et donc là, c'est un peu de pub pour un autre atelier l'après-midi qui aura lieu sur le thème des données de Linky et de Gaspard. Une des choses qu'on a trouvées cette année, et là je vous invite à lire une étude qui a été réalisée pour le compte de l'ADEME par Alphéis sur les compteurs communicants, c'est que tout l'enjeu va être de produire une information qui soit la plus personnalisée possible, qui fasse sens pour les gens dans la situation dans laquelle ils sont. Et donc, juste envoyer de l'information aux gens sur leur consommation d'électricité, ça ne va pas les aider en soi à monter en compétence sur les questions énergétiques. Donc ça, c'est un point très important à avoir en tête. Il va falloir mettre en place des dispositifs d'accompagnement. Et là, les espaces info-énergie ou les plateformes sont très pertinents pour mettre en place ces dispositifs d'accompagnement ou pour intégrer les données liées au compteur dans leurs activités.
Enfin, un point sur la question des compétences. Je vous ai dit tout à l'heure, lire les devis des artisans, c'est très compliqué, savoir qui choisir, gérer des travaux, etc. Et là, c'est clairement un point où, naturellement, les espaces info-énergie ont quelque chose à apporter aux particuliers. Ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on s'est posé la question avec un certain nombre de professionnels du bâtiment de ce que la notion d'accompagnement voulait dire. Je vous ai dit tout à l'heure, le changement de comportement, c'est un processus. Le passage à l'acte de la rénovation, c'est un processus qui demande du coup un accompagnement sur cette notion de compétence, sur la question des valeurs et également sur les leviers techniques et matériels. Cet accompagnement, on s'est aperçu en travaillant avec un sociologue qui s'appelle Gaëtan Brispierre et qui a fait des focus group avec des professionnels du bâtiment, alors pas forcément que des espaces info-énergie, mais sur la palette des professionnels du bâtiment. On s'est aperçu que c'est une notion qui traverse les professionnels du bâtiment à l'heure actuelle, sur lesquels ils se questionnent. Et il y a deux éléments qui sont ressortis de ces focus group qui me semblent particulièrement intéressants à partager avec vous, parce qu'il me semble qu'ils résonnent avec votre expérience, et pour que vous voyez que d'autres professionnels du bâtiment se posent exactement les mêmes questions que vous à l'heure actuelle. La première, c'est la question de la posture et des compétences à adopter pour faire un accompagnement. On est dans un domaine, le domaine du bâtiment, qui est très marqué par la technique et par les savoirs techniques. Et on va demander à des professionnels qui sont marqués par la technique d'avoir une posture d'écoute, une posture d'accompagnement qui n'est pas forcément valorisée par le milieu dans lequel ils sont. Un deuxième élément, c'est que l'accompagnement est une fonction qui est distribuée entre les professionnels du bâtiment et même, j'irai plus loin, je dirais entre tous les gens avec qui le ménage va discuter lors de son projet de rénovation. Et ça, c'est très important parce que du coup, la parole d'un conseiller espace info-énergie va venir en complément ou en contradiction, ou à voir. En tout cas, elle va être l'une des paroles qui va être entendue par le ménage. Et donc, cette question de l'articulation entre les différents professionnels du bâtiment qui vont intervenir, ça peut être les artisans, mais ça peut être aussi les vendeurs de la grande distribution, qui vont venir porter des messages auprès des ménages. C'est très important de l'avoir en tête pour se dire que le ménage est confronté à une diversité d'informations. Enfin, les freins perçus par les professionnels, et là aussi je pense que ça résonne avec votre expérience, c'est l'absence de moyens dédiés à un accompagnement sur le long terme des ménages et le statut juridique ambigu avec les questions de responsabilité que posent ces questions d'accompagnement. En conclusion, on arrive à l'heure actuelle à une ère qui va être très intéressante et qui va, je pense, être très importante en termes de créativité, qui est le défi d'avoir à la fois un accompagnement qui puisse permettre aux ménages d'avoir un conseil personnalisé et donc qui soit pertinent pour eux, et de l'autre côté, la question de la massification. Et donc là-dessus, ce que la sociologie pourra faire, et je vous donne rendez-vous dans quelques années, c'est observer ce qui va se passer et pouvoir en tirer des préconisations. Je vous remercie. Merci, très clair. Restez avec nous parce qu'il y aura peut-être des questions tout à l'heure. Alors, Alban Gaspard a fait référence à plusieurs reprises à ses études. Ça vaut le coup de s'y plonger et de comprendre ce double regard, cette double focale, l'action et l'accompagnement personnalisé, et puis cette logique de massification dans laquelle vous êtes entré. Bien. Ce qu'on va voir maintenant, les consommables, là, ça participe justement à l'accompagnement, à l'information auprès des habitants. On va voir un nouvel épisode où là, c'est expliquer pourquoi rénover son logement. Regardez. Mais qu'est-ce que tu fabriques, papa? Je prends la température du mur. Mais pourquoi, il est malade? Mais non, enfin Charlotte, c'est pour voir si notre maison est bien isolée. Si ce n'est pas le cas, il faudra penser à la rénover. Et tu pourras faire pareil avec ma maison de poupée? Courant d'air, sensation de froid, bruit ou encore humidité, si vous ressentez un de ces inconforts chez vous, c'est peut-être qu'il est urgent de penser à la rénovation de votre logement. Quand vous vivez dans une maison, dans un appartement qui est mal isolé, vous allez avoir une sensation de froid.
même si vous chauffez votre appartement, votre maison à 20 degrés, mais que le mur est froid, par exemple à 14 degrés, eh bien votre corps aura l'impression qu'il est à 17 degrés. Vous n'aurez pas du tout l'impression de confort, parce qu'il ne faut pas une trop grande différence entre la température de la pièce et la température du mur. Si votre maison est mal ventilée, que l'isolation n'est pas assez bonne et que l'humidité pénètre trop dans la maison, eh bien vous allez avoir cette sensation de froid en permanence. D'où l'intérêt de réaliser les travaux nécessaires pour y remédier. Une rénovation bien menée, ça vous permet de résoudre tous ces problèmes. Vous allez avoir un logement où les murs seront à bonne température, où vous n'aurez plus d'infiltration d'air froid, où vous allez également avoir une solution pour tous ces problèmes d'humidité dans la maison, où vous allez être nettement plus confortable chez vous. C'est le cas de Anne-Charlotte qui a réalisé des travaux de rénovation chez elle. Ces derniers ont porté sur l'isolation des combles et l'installation d'une pompe à chaleur à la place du chauffage électrique qui provoquait un véritable sentiment d'inconfort à la jeune femme. Personnellement, je trouve qu'il faisait froid et en plus, cette sensation en fait, d'avoir de l'air à certains endroits de la pièce qui sont vraiment éloignés du chauffage, de pas du tout avoir de chaleur en fait. Désormais, la maison est donc équipée d'un chauffage au sol alimenté par une pompe à chaleur. Déjà, on est sur un carrelage, donc c'est vrai que c'est quand même un aspect froid. Donc là, de pouvoir vraiment marcher même pieds nus, ça me donne vraiment une sensation de bien-être. Gagner en confort, c'est bien, mais c'est encore mieux si on peut faire des économies. Rénover peut également faire la différence sur votre facture d'énergie. Vous allez forcément avoir moins de perte de chaleur dans votre logement. Donc plus vous gardez la chaleur, et bien forcément moins vous avez besoin de chauffer votre maison. Vous dépensez donc moins d'énergie. Vous avez des factures énergétiques qui sont moins élevées. Une baisse qui peut être très significative, comme Anne-Charlotte l'a constaté. Sur 2 mois, on a pu voir qu'avec le chauffage électrique, on allait payer plutôt 100 € par mois de chauffage. Et là, en faisant les travaux, nous avons réduit la consommation par 2, donc nous avons payé 50 € par mois. Il n'y a pas que ça qui est à prendre en compte, vous avez également un gain environnemental. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les logements sont responsables d'une grosse partie de la consommation d'énergie en France. 44% de la consommation d'énergie, c'est pour les logements. Donc, il est bien sûr très important de rénover ces logements pour diminuer leur consommation d'énergie. Moins on consomme d'énergie, moins on émet de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, c'est une grande préoccupation, un grand défi. Sans oublier qu'en rénovant votre maison ou votre appartement, cela va également avoir un impact sur la valeur de vos biens. Depuis quelques temps maintenant, il y a une étiquette énergie qui est attachée aux logements qui sont mis en location ou en vente. Donc quand vous avez un bon classement sur cette étiquette énergie, bien sûr, votre logement devient plus intéressant à la location et à l'achat. Vous êtes de ce fait plutôt gagnant, c'est-à-dire qu'en rénovant, à la fois vous améliorez le confort, vous faites des économies d'énergie et puis vous améliorez la valeur patrimoniale de votre logement. Rénover son logement permet d'améliorer le confort Mais aussi de faire des économies d'énergie. et de valoriser son patrimoine. C'est bizarre, papa dit que la maison est bien isolée alors qu'on a plein de voisins. Bienvenue à Agnès Breitenstein et à José Kerr. Rejoignez-nous. Venez vous installer. Je vous en prie. Ah, je dis non pas la petite musique. Allez-y. Installez-vous. Alors, Agnès, vous êtes directrice de la communication et de la formation à l'ADEME. José Kerr était déjà avec nous ce matin, directeur ville et territoire durable. On va commencer avec vous. Je vous le disais tout à l'heure, le panel a pas mal de questions sur la communication. On va vous entendre tous les deux et après on leur donnera la parole. On est donc là sur la com pour faire une évaluation des actions de com et puis que vous nous disiez ce qui est prévu pour la suite. J'en profite d'ailleurs en parlant de com pour saluer celles et ceux qui nous regardent en streaming parce que l'ensemble des débats de ces plénières sont diffusés sur le site et je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont au rendez-vous. Donc coucou, bienvenue et merci d'être là. Alors, sur le bilan, on va commencer par l'actualité, c'est tout chaud, vous venez d'en sortir, la fête de l'énergie, comment ça s'est passé ?
Alors la fête de l'énergie, ça c'est, vous pourrez le dire mieux que moi tous, hein. Je pense que ça s'est plutôt très bien passé. Ça s'est passé donc du 8 au 11 octobre dernier. On voit défiler bientôt des photos de ces manifestations locales. En gros, 600 animations en tout, surtout des visites. Enfin, plus de 60% étaient des visites, donc ça montre bien que ce mode d'action est le mode privilégié. Après, il y a évidemment des stands, des salons, des ateliers, des conférences, des débats qui fonctionnent très bien aussi, mais c'est surtout les visites qui sont privilégiées dans ce type d'animation et des résultats qui sont plutôt très satisfaisants, même si, alors j'ai pas moi les chiffres de cette année en matière de fréquentation, ce que je comprends et de ce que j'ai entendu dire, c'est qu'on a ressenti peut-être une petite baisse de fréquentation, mais que globalement, les conseillers interviewés dans le cadre de notre sondage BVA étaient à 80% satisfaits de l'opération, et quand il y a eu des évaluations locales des manifestations, il y a eu là aussi un très bon taux de retour. Et une perception que 90% de ceux qui ont participé à ces opérations étaient satisfaits. Donc on a quand même une opération qui continue à bien marcher. Elle marche encore mieux quand la communication est bien prévue, quand on a des pros qui participent à ces opérations, quand il y a aussi des aspects conviviaux et ludiques qui sont mêlés à toutes ces actions. Donc on sent bien que ce sont ça les conditions de succès de ces opérations, mais on atteint bien les objectifs qui étaient au départ. Alors moi j'ai participé il y a longtemps à la naissance de cette opération Fête de l'énergie, mais les objectifs c'était bien de trouver au niveau national et local une manière de mettre en avant le réseau des conseillers Info Énergie et d'accroître leur notoriété, et c'est vraiment cet objectif-là le principal qui marche bien. Et puis après, évidemment, l'objectif qui est, d'un point de vue pédagogique, de montrer comment ça marche et de montrer que ça marche. Donc voilà, une belle opération qui continue cette année. Tiens, chez vous, là, le panel, il y a des trucs sympas qui se sont faits D'accord. Chez vous? Ouais. Je vais mal être placé pour bien répondre. À Lyon. À Lyon, si vous permettez, je vais passer la parole à Grégoire Micol qui est dans la salle et qui a organisé la fête parce qu'il fera quelque chose de beaucoup plus concret. Grégoire, vous nous en dites deux mots de votre fête? Où êtes-vous? Où est-ce qu'il est, Grégoire? Il est là. Où est-il? À côté. Ah, là derrière. Voilà. D'accord. Allez-y. Bonjour à tous. Donc Grégoire Micol de l'ALE de Lyon. Alors moi j'ai pas exactement organisé la fête, hein. Je travaille avec Sylvain sur ce sujet-là. D'ailleurs je n'étais même pas là. Mais donc nous les actions, il y a effectivement eu des actions des visites de sites organisées, différents ateliers aussi dans le cadre, notamment dans le cadre d'un programme européen avec la Smurgy Room, où en fait c'était, comme on voit un peu sur les affiches, des ateliers où les gens trouvaient les gestes d'économie d'énergie à faire dans un logement. Donc il y a quelque chose d'assez ludique qui a assez bien marché. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et on voit là sur les photos des ateliers très ludiques, hein, avec une association qui nous aide sur ces sujets-là et qui fonctionne. Là je crois que ça doit être en Midi-Pyrénées parce que j'ai reconnu Franck sur son vélo. Et ça fonctionne aussi très bien. Dès qu'il y a quelque chose d'animé et lié au jeu, on sent qu'on attrape bien le client, entre guillemets. Et ça, donc j'entends dans ce que vous dites, c'est l'outil des EIE, ne pas hésiter à mettre dans la boucle des professionnels, et puis l'aspect ludique qui compte. Ok. Voilà. Alors, on peut faire maintenant un balayage rapide des actions et des outils de communication. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en la matière ? Alors, en ce moment, nous sommes en plein dans la 3e vague de notre campagne de communication qui a commencé en 2013 maintenant. Donc 3e vague après la première qui était en septembre-novembre 2013, la deuxième qui était entre octobre 2014 et mars 2015, et puis voilà la nouvelle qui est depuis juillet jusque fin novembre, pour ce qui concerne les actions visibles en termes de radio notamment. Ces actions, donc, elles ont un peu évolué dans le temps, vous l'avez vu, vous l'avez constaté, elles ont changé un peu en termes de messages, hein, puisque
Au début, on était très collé au programme de rénovation énergétique de l'habitat avec un slogan « J'éco-rénove, j'économise », avec d'abord une promotion des aides financières. Et au fur et à mesure, on a élargi, on a précisé le slogan sur les aides financières en le concentrant surtout sur le CITE. On s'est raccroché beaucoup depuis 2014 à la loi pour la transition énergétique et la croissance verte. Donc c'est la signature maintenant de cette campagne. Et on s'est aussi beaucoup plus appuyé et on a beaucoup plus communiqué sur RGE depuis l'éco-conditionnalité des aides à la reconnaissance RGE des artisans qui font les travaux. Et aussi, on a un peu plus travaillé sur le message en termes de promotion du réseau des conseillers. Donc ce sont ces aspects-là qui ont évolué, donc à la fois en termes de message. Et puis on a aussi évolué en termes de médias, puisqu'on avait commencé les premières années en s'appuyant sur la télé et la radio. Et cette dernière vague, on s'est surtout appuyé sur la radio, sur l'affichage. Et on a aussi beaucoup renforcé, et ça c'est depuis 2014, la partie web de notre campagne. Vous nous l'aviez annoncé l'année dernière, voilà. ça. Donc la partie web de notre campagne, elle a été renforcée à la fois parce que le site, je ne sais pas si on voit... On va aller sur le site. Le site a été vraiment quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, le site Rénovation Info Service, avec beaucoup plus de contenu inscrit dans ce site, beaucoup plus d'animation. C'était vraiment un site portail assez faiblard au début de la campagne. Ça devient un site qui a beaucoup de contenu. On a notamment travaillé ces derniers temps sur mon projet rénovation, qui est une manière de continuer à sensibiliser sur ce que c'est que la rénovation, bien comprendre ce que c'est que la rénovation, commencer à se poser des questions. Alors évidemment, pas du tout obtenir toutes les réponses, mais commencer à être sensibilisé à ce que pourrait être son projet et commencer à se poser des questions. Donc c'est l'idée du petit module Mon projet rénovation qui existe dans ce site. Et on a vraiment réussi, je pense, notre coup par rapport à ce site qui maintenant est vraiment visité. Puisque si je peux citer maintenant les résultats. On visite, on visite, la première vague, on avait 700 000 connexions, en gros. La deuxième vague, on avait 3,5 millions de connexions. Et aujourd'hui, on en est à 5,5 millions de connexions depuis octobre 2014. Donc c'est un site qui fonctionne, qui est très visité. Et ce qui nous plaît bien aussi, c'est qu'on arrive aujourd'hui à bien rééquilibrer ce pourquoi on se connecte. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, le site était vraiment drivé par la rubrique aide et la rubrique annuaire RGE, grâce à Jonathan. Maintenant, la rubrique aide, la rubrique RGE et la rubrique conseiller, trouver un conseiller, sont autant visités. Et on voit bien que la dernière passe de campagne, où on a essayé d'insister sur le conseiller et sur le fait d'aller chercher son conseiller, est quelque chose qui a amené une évolution, en tout cas dans les visites de notre site. Donc on l'espère derrière dans les visites des EIE et des PRIS, forcément. Les autres résultats de nos campagnes sont également plutôt positif, puisqu'on a, à chaque fois qu'on fait une campagne, on fait évidemment des post-tests et on se rend compte que c'est une campagne qui est bien reconnue, dont le message est consensuel, le message est positif, et donc on a aussi l'impression, ce qu'on nous retourne quand on fait nos post-tests, c'est que la campagne est incitative, c'est-à-dire qu'elle pousse, elle pousse à se bouger, donc là-dessus on est plutôt aussi satisfait des résultats. Ce qui est important en tout cas de comprendre dans tout ce dispositif de campagne, c'est que, et ça c'est un peu en miroir de ce qu'a dit Alban tout à l'heure, c'est que évidemment nos campagnes ne se résument pas à un spot de pub. Voilà. La campagne, c'est pas que le message de pub qui dit allez-y, avancez, etc. Finalement, si on s'arrêtait à ça, je pense qu'on ne réussirait pas nos actions. On a évidemment la pub qui est là pour interpeller, pour attirer, le chaland entre guillemets, mais évidemment derrière on a aussi des informations, donc beaucoup plus d'informations maintenant sur le site internet. On a des guides, donc Florence Clément qui n'est pas présente parmi nous travaille beaucoup sur la mise à jour de ces guides, vous la connaissez bien là-dessus. On a forcément derrière aussi le renvoi vers les conseillers qui continuent à apporter du conseil, de l'information. Donc tout ça pour nous est un tout et est un ensemble, et évidemment le travail de publicité
et l'interpellation de départ pour renvoyer vers tout ce système, quoi. Et effectivement, il faut bien qu'on s'appuie sur l'ensemble du système pour accompagner à chaque étape le particulier dans ce... Et puis il y a une inspiration que vous allez chercher dans les études d'Alban. Alors, on va poser une question tout de suite. Je me souviens, quand on a préparé, Magali, vous aviez une question, Magali Bertrand, sur le site intranet. On peut la traiter tout de suite? Ah, micro. Vous n'avez qu'un micro? C'est pour contrôler la parole. Merci. Non, la question que je m'étais posée, c'est que, effectivement, au sein des ADIL, nous avons la chance d'avoir un site extranet accessible à l'ensemble des juristes des ADIL. C'est un site très précieux parce qu'il recueille un maximum d'informations juridiques, donc destinées aux juristes. Et je me posais la question de la pertinence d'un site identique pour les conseillers énergie, avec un recueil d'informations techniques. C'est aussi l'occasion de faire du benchmark sur des actions qui sont menées par l'ensemble des espaces info-énergie, et je pense que ça sera un outil également très précieux pour nos conseillers. Alors ça tombe bien. Lâchez-vous. Allez-y. Non, mais c'est vrai que c'est une question qui a été posée. Je me souviens aussi pendant les dernières journées des directeurs. C'est quelque chose qui est très attendu, et j'allais dire, j'ai une bonne nouvelle, ça existe. Donc on a effectivement le site extranet des EIE qui existe. Je pense qu'on a fait des copies d'écran pour vous le montrer. Alors peut-être que moi je le vois pas de là où je suis, mais vous le voyez mieux. Vous voyez mieux. Voilà. Non, je verrai pas mieux. Mais ce site derrière, c'est la plateforme à laquelle peuvent se connecter depuis pas mal de temps maintenant tous les conseillers info-énergie, pour aller vers l'outil Contact EIE, pour aller vers Dialogie, pour aller vers la plateforme de formation et d'inscription en ligne. Mais maintenant aussi, depuis, je pense, au moins 1 an, pour aller vers l'outil Boîte-à-com, qui est le recueil des outils de communication partagés par les espaces info-énergie. Donc qu'il s'agisse d'outils de sensibilisation, qu'il s'agisse d'outils de communication, qu'il s'agisse d'outils d'animation. Et donc derrière, chaque outil est décrit avec sa petite fiche technique qui explique les prérequis, comment ça se passe, quels sont les publics, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui existe maintenant, qui est en ligne, qui a été pré-renseigné grâce à un recensement qui a été fait auprès de l'ensemble des EIE, et on a pu classer, choisir, etc. et mettre en valeur les opérations qui nous paraissaient les plus pertinentes. Et maintenant, qui ne demande qu'à vivre, évidemment. Et si j'ai bien compris, Pays de la Loire, enfin la région Pays de la Loire, la région Rhône-Alpes a bien pris le pli de mettre à jour ce site et de commencer à le faire vivre avec des outils nouveaux par rapport à ceux qui existent dans Boîte-à-com. Et évidemment, à tous, je vous invite évidemment à le faire vivre. Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui s'y connectent et ceux qui ont droit, entre guillemets, de s'y connecter sont les conseillers EIE. Et évidemment, il faut qu'on ouvre aux conseillers plateforme, aux directeurs de structure. Donc on va ouvrir. Oui, on va ouvrir pour que vous puissiez voir en vrai à quoi ça ressemble, et pour que vous puissiez voir qu'il y a vraiment effectivement des choses qui sont en ligne. La deuxième chose qui existe dans cet intradem, la deuxième chose qui existe dans cet intradem, c'est le passeport. Donc le passeport, ça existe depuis vendredi dernier. Donc là, c'est tout nouveau. C'est pas le passeport, ça s'appelle plutôt le livret d'accueil, si j'ai les bons mots. Et le livret d'accueil, là, c'est tout nouveau conseiller qui arrive dans le réseau, qui a besoin de comprendre comment ça marche, tout ça, comment je me forme, comment j'utilise tel outil, comment j'utilise Contact EIE, enfin, à un seul endroit. On a en ligne, et on remercie bien fort Amandine qui, auprès de Patrick, nous a aidé à finaliser ce travail. Au même endroit, vous avez toutes les informations que vous devez savoir en tant que conseiller EIE pour vous mettre en marche et en route dans votre travail de tous les jours. C'est cadeau. Donc, voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, alors évidemment, après, il y a encore, moi je l'ai bien entendu, des questions, des demandes sur le partage d'autres outils, et des outils notamment qui sont aujourd'hui en travail, en partage, en développement. Mais ça, c'est plutôt José qui répondra sur le volet Coach Reno, Simuled, etc. peut-être. Très bien. Alors, encore 2 questions. Le plan de com à venir, c'est quoi les priorités? Quelle est la feuille de route?
Alors, à court terme, je vais vous dire, si vous voyez personne ou quasiment personne de la DICOF dans la salle, c'est qu'à court terme, on est tous mobilisés sur la COP21. Voilà. Donc, à court terme, c'est que ça. On est un peu le nez dans le guidon par rapport à ce sujet-là. Et puis, sinon, à plus moyen terme, un point important et sur lequel on continue à vouloir progresser, c'est ce qu'on appelle, nous, le marketing digital. Alors, c'est un grand mot. Mais on a commencé un peu à travailler sur ce sujet-là, à savoir comment est-ce que dans le suivi Internet et à chaque étape de réflexion qu'un ménage se pose pour arriver vers des travaux, comment est-ce qu'on peut le capter, comment est-ce qu'on peut lui faire se poser des questions pour qu'il arrive, in fine, sur le site Rénovation Info Service et qu'il arrive à appeler dans le web global, enfin qu'il arrive à appeler un conseiller. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous-mêmes on se forme parce que c'est assez technique comme travail de marketing digital, mais c'est assez énorme les résultats qu'on peut obtenir grâce à ça. Donc le premier développement qu'on a, c'est ça, et ça c'est acté, j'allais dire, on y va pour approfondir ça et pour que du point de vue du digital, parce qu'on sent que c'est ça aussi l'avenir, on avance vers encore plus de captation de notre clientèle, entre guillemets, sur ce sujet. Une espèce de CRM. Voilà, exactement. Le deuxième axe de travail en ce moment, c'est la préparation d'un Tour de France vidéo. On va aller faire des vidéos de témoignages, j'allais dire honnêtes, de personnes qui ont fait des travaux pour pouvoir les mettre en ligne. Honnête dans le sens qui témoigneront de façon honnête de leur réussite, mais aussi de leurs difficultés, parce que c'est pas toujours facile. Et ça, on les mettra en ligne aussi pour pouvoir partager ces expériences et montrer à tout le monde que c'est quand même possible. Évidemment, on va poursuivre l'éditorial sur le site pour continuer à travailler dessus. Et puis, on voudrait aussi faire valider par notre tutelle le fait de pouvoir un peu plus communiquer sur les ENR, sur l'intégration des ENR, etc., qu'on a pu le faire jusqu'à maintenant. Très bien. Voilà. Alors après, je ne peux pas vous dire, enfin on reviendra sur les dates, sur comment on est prévenu, etc. Je ne peux pas vous dire quand auront lieu les prochaines dates de campagne. Nous, notre position, c'est que la meilleure période, c'est mars-avril et septembre-octobre. Donc on va essayer d'aller vers ça et de proposer ça. On n'est pas encore complètement, on n'a pas encore de visibilité aujourd'hui sur les dates des prochaines campagnes. Et puis enfin, ce que je peux vous dire, c'est qu'on arrive là en 2016 à une fin de période de campagne sous le timbre transition énergétique, croissance verte, et que 2017, nouveau gouvernement, nouvelle ministre, nouvelle campagne. Donc ça, on va voir après. Voilà. Vous avez une info? Non, j'ai pas d'info. Alors, très rapidement, une dernière question. Je repense à une discussion de ce matin où il se disait il va falloir nommer clairement les choses, hein, entre EIE, plateforme, PRIS, pour que les gens s'y retrouvent. Est-ce que vous avez pensé à un marketing de la marque, là, enfin, trouver quelque chose de lisible par le plus grand nombre? Parce que c'est vrai qu'on ne s'y retrouve pas. Hein. Oui, alors je ne vais pas vous annoncer le nom aujourd'hui parce que je ne le connais pas, mais c'est sûr que... Non, plus sérieusement, je pense qu'effectivement, jusqu'à la promulgation de la loi, nous-mêmes en interne, on ne savait pas encore très bien ce qu'allait être, ce que la loi allait dire sur le terme plateforme. Donc on a eu effectivement une communication vis-à-vis de vous et même entre nous qui n'était pas très très claire sur, mais finalement, c'est quoi UE par rapport à plateforme, par rapport à prise, tout ça était pas clair parce qu'on avait aussi besoin que les choses soient stabilisées. Maintenant qu'elles le sont, vous avez déjà eu un discours plus clair ce matin, je pense qu'on va du coup s'asseoir sur cette stabilité pour pouvoir engager effectivement un travail de marketing de marque pour arriver assez rapidement à une marque, j'imagine, qu'on puisse mettre en visibilité. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quoi, comment. On a besoin de faire ce travail et de se faire accompagner par des marketeurs pour nous aider à ça. Bon, c'est important. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant donner la parole à José Kerr. Alors, on va faire une partie de ping-pong parce que j'ai noté plein de points d'actualité
et j'en ai 7 là. Si vous pouvez nous éclairer sur ces différents sujets, on va faire rapide bien évidemment, mais c'est important. Premier sujet, on n'est pas directement sur le champ de la rénovation, mais je sais que vous voulez des infos là-dessus. Le chantier performance environnementale du bâtiment neuf. Qu'est-ce que vous avez à nous en dire? Voilà, donc petite rafale d'infos rapides ou de rappels, donc, parce que c'est un gros chantier en ce moment, donc il nous mobilise beaucoup à l'ADEME aux côtés de l'administration, en particulier donc vers une réglementation environnementale 2018-2020. Donc pour rappeler qu'on va passer d'une réglementation thermique, de la thermique à l'énergie et à l'environnement, dans une logique d'évaluation des impacts environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie, donc dans une approche ACV. Alors il y a plein de critères environnementaux possibles, donc là au démarrage il va y en avoir 4, donc c'est déjà pas mal. Donc l'énergie bien sûr qu'on retrouve, les gaz à effet de serre, c'est-à-dire le CO2 mais pas seulement, la consommation d'eau et la production de déchets. Avec une première étape de mise en place d'une étiquette environnementale expérimentale en mars 2016. Bon, je ne m'étends pas trop, sauf s'il y a des questions, parce que c'est un très très gros chantier, donc avec beaucoup de complexité, également beaucoup d'interlocuteurs, donc il y a des groupes de travail, etc. Donc chantier en cours, important parce qu'il est structurant pour la suite. Qu'on ait ce type d'infos dans un coin de la tête, c'est important. Deuxième sujet, le BEPOS. Alors le bâtiment énergie positive, il est un petit peu emporté dans cette discussion-là. Alors rappelez que au-delà de la RT 2012, donc l'étape d'après, c'était RT 2020, bâtiment énergie positive. Il y a un petit peu une nouvelle vision de la question, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on regarde les impacts environnementaux, le fait que le bâtiment soit énergie positive, ce n'est pas forcément une finalité aussi absolue qu'on l'imaginait. C'est-à-dire, en clair, s'il faut mettre 1 mètre d'épaisseur d'isolant pour, au bout du compte, être à énergie positive, et donc on a une énorme quantité d'énergie grise dedans, on risque d'être un petit peu à côté de la plaque. Donc ça, c'est un petit peu un changement de tonalité. Il y a des discussions en cours avec quelques principes qui apparaissent. En gros, pour retenir, donc c'est le schéma simple, donc sobriété, efficacité, énergie renouvelable. Donc sobriété, on irait vers un niveau d'exigence un peu plus important du BBio, donc dans la réglementation. Sur l'efficacité, une amélioration aussi du CEP, avec des systèmes plus performants. Là où il y a du nouveau, quand même, de manière plus importante dans les discussions, c'est sur les énergies renouvelables, le fait de ne pas focaliser les ENR dans le bâtiment neuf sur le photovoltaïque. C'est-à-dire, il y a aussi d'autres types d'énergies renouvelables. Il y a de la géothermie, il y a du solaire thermique, il y a de la biomasse, il y a des énergies fatales. Donc, rappelez que l'air extrait, les calories extraites des eaux usées sont maintenant considérées comme des énergies renouvelables par la loi. Donc, ça, c'est intéressant. Voilà. Et donc, et pour finir, donc bien aller chercher toutes les énergies renouvelables possibles. Et s'il faut finir avec du photovoltaïque pour avoir l'énergie positive in fine, l'idée qu'il ne faut pas considérer ça forcément bâtiment par bâtiment. Il y a des bâtiments pour lesquels le photovoltaïque ne sera pas du tout pertinent, et d'avoir une approche plus mutualisée à l'échelle de l'îlot ou du quartier. Donc voilà un petit peu la tonalité des discussions en ce moment sur le BEPOS. Une question également sur la signature de la convention Pacte ADEME. Alors la convention Pacte, donc c'est l'occasion de rappeler qu'à la fin de l'année dernière, donc Sylvia Pinel a, pas le détail de la manière dont ça s'est passé, mais en gros a préempté 70 millions d'euros sur le fonds de compensation de l'assurance construction pour alimenter 3 plans. Donc un plan d'action pour la qualité de la construction et la transition énergétique, le Pacte. Le plan de transition numérique du bâtiment, donc la question un petit peu de la révolution numérique de la filière bâtiment, et puis un 3e sujet sur l'amiante, doté respectivement chacun de 30, 20 et 20 millions. Donc il y a 30 millions sur le plan d'action pour la qualité de la construction et la transition. C'est piloté par l'agence qualité construction avec 3 axes. Donc un premier axe sur la connaissance et l'analyse de la sinistralité, donc en construction mais aussi en rénovation, donc sur les constructions et rénovations performantes énergétiquement. C'est quoi les pathologies particulières? Un 2e axe sur la poursuite des règles de l'art du programme RAGE. Et puis un 3e point sur la montée en compétences des professionnels en lien avec les acteurs régionaux. Alors, on a éprouvé le besoin de signer une convention entre Pacte et l'ADEME de manière à coordonner les actions.
Parce qu'effectivement, ce qui est sympa dans l'histoire, c'est qu'il y a de l'argent, et donc, du coup, ça rend tout un tas d'actions possibles. Il faut juste qu'on ne fasse pas 2 fois la même chose, les uns et les autres. Donc, on se coordonne, sachant que nous, pour donner quelques exemples sur les axes, donc, sur la sinistralité, nous, par exemple, on finance des retours d'expérience avec l'OQAI, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. On finance les campagnes sur les bâtiments pré-BAT avec le CEREMA pour avoir les retours d'expérience des bâtiments issus de ces programmes. Sur la formation et la montée en compétences, les plateaux Praxibat, les MOOC, le réseau BIP, etc. Donc on a beaucoup de choses en commun et besoin donc de se caler avec l'AQC et le programme Pacte. OK. 4e sujet que j'ai noté, le passeport. Alors je voulais dire un mot sur le passeport, juste parce que vous avez vu que la ministre a signé une convention il y a quelques jours avec Engie, donc sur une expérimentation. L'idée étant d'expérimenter un passeport rénovation. Alors, juste pour préciser que c'est une opération quand même qui est beaucoup plus du côté de la DGEC, donc du côté de l'énergie, que de la construction, que de la DHUP. Donc ça a été une préparation entre finalement l'administration de tutelle de l'énergie et puis Engie. Alors on retrouve le parcours de rénovation. Mais pour être en clair, on n'y a pas mis notre grain de sel. Donc c'est une expérimentation au niveau Engie. Donc ce sera évidemment intéressant d'en tirer les enseignements. Il y a un objectif de 1000 passeports en 2016. Donc c'est relativement modeste quand même comme objectif. C'est fait pour tester, tirer les enseignements. Nous, à l'ADEME, on considère quand même que ce passeport reste un outil sans doute extrêmement intéressant pour porter et accompagner des rénovations, puisque dans la séquence, faire un audit, faire des préconisations dans une vision BBC à terme, par étape, ce qui suppose la traçabilité des opérations, même si elles s'étalent sur de longues années. Donc il faut un support, le passeport, avec un système de suivi, il faut pouvoir le financer. Donc ça reste un sujet ouvert. Il y a juste le mot passeport qui est formulé dans l'article 188 de la loi, mais sans avoir aucune précision de plus. Voilà, donc ce sujet, il faudra qu'on y revienne, et donc c'est pour ça qu'on regarde ce qui se passe, et donc sur cette opération avec Engie. Un mot sur le travail avec l'ANA. Alors oui, j'en ai dit un mot hier, je crois, sur le fait que depuis donc maintenant 2 ans, on a un certain nombre d'opérations enclenchées avec l'ANA. Peut-être que on a un petit mot de Patrick pour nous dire. On peut donner le micro à Patrick, s'il vous plaît, et il est là au premier rang. Juste au premier rang. Tenez, Patrick. Ah oui, très rapidement. Effectivement, c'est une étude qui est conduite avec l'ANA, donc c'est un élément assez important pour nous de montrer qu'il y a une réelle complémentarité entre les 2 réseaux. L'objectif de cette étude, il est simple, c'est essayer de définir une méthodologie à l'intention des conseillers EIE, mais également à l'intention des conseillers opérateurs de l'ANA, pour vous aider les conseillers à convaincre des ménages à s'engager dans des projets de rénovation visant le niveau BBC. Pour cela, c'est en essayant aussi de valoriser les effets induits, la notion de confort, de salubrité, d'économie de charge, etc. Et pour cela, on va bien évidemment essayer de capitaliser, mutualiser les outils, les méthodes qui sont déjà employées et développées à la fois par les conseillers UE et également par les conseillers opérateurs de l'ANA. Donc c'est une étude qui a été, on a lancé l'appel d'offres, on retiendra un candidat d'ici fin décembre et les résultats seront disponibles fin du premier semestre 2016. D'accord, merci. Il me reste 2 sujets, sujet important, les études financières. Alors sur les sujets financiers, donc rapidement, bon là aussi on a Christophe Mélin qui est dans la salle et qui anime l'atelier sur les modèles économiques des plateformes. Pour dire qu'on a terminé il n'y a pas très longtemps, j'en ai dit un mot ce matin ou hier, je ne sais plus, sur une étude sur la mobilisation et les compétences des banques sur la rénovation énergétique. L'objectif étant de bien comprendre quelles sont leurs contraintes, comment ils raisonnent, donc pour mieux les insérer dans les tours de table et dans les partenariats des plateformes. Également un travail en cours pour aller voir donc en Allemagne et aux États-Unis comment, donc avec l'expérience KfW ou l'expérience PASS,
aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ces dispositifs publics? Si on imaginait les importer en France, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et puis une étude qui démarre, qui devrait être terminée pour l'été 2016 sur le prêt avance mutation, donc qui est la nouvelle disposition qui est prévue dans la loi, je ne sais plus dans quel article c'est, sur le principe des organismes puissent préfinancer les travaux et c'est au moment de la mutation du bien que le dénouement de cette avance se conçoit. Voilà pour trois travaux en cours ou achevés sur les aspects financiers. Et enfin, Dialogie. Alors, Dialogie, donc, je vais peut-être en dire un tout petit peu plus, là, sans rentrer dans tous les détails, mais Dialogie, c'est un outil qui est dans le circuit quand même depuis très longtemps. Alors, ça a été évoqué, là, le besoin que l'ADEME contribue à faire partager des outils, donc en voilà au moins un qui est bien dans cette ligne-là, et qu'on souhaite continuer à développer, à améliorer. Aujourd'hui, on en est à peu près 1200 licences Dialogie, donc 730 dans les EIE et 440 à l'ANA. Donc, on est sur la version 2.5.1. Il y a une version, il y a des travaux en cours donc, sur des opérations un peu de débugage. Bon, ça c'est normal, et surtout une mise à jour de la base des prix de l'énergie donc pour la fin de l'année. On aura une version 2.6 également pour la fin de l'année avec la mise en place d'une fonctionnalité de mise à jour automatique par Internet du logiciel. Il y aura aussi des questions de modification de format de fichier de sauvegarde, donc on tient les précisions à votre disposition si vous le souhaitez. Il y aura une version 2.7 au début de l'année, au mois de janvier, pour prendre en compte les questions d'infiltration et les débits de ventilation. Donc je pense que les connaisseurs apprécieront. Et puis, donc, il y a un gros travail qui est enclenché, alors en cohérence avec la question du BBC par étape, de manière à ce que Dialogie puisse approcher cette question du BBC par étape. Donc, une version 3 là, on parle de juin 2016 pour l'établissement de scénarios de travaux qui permettent d'atteindre le BBC Réno. Et puis, un petit peu plus tard, pour septembre, l'intégration dedans d'analyse économique avec l'embarquement d'une bibliothèque de prix, donc pour pouvoir faire des scénarios technico-économiques, donc BBC Réno, et puis également le couplage avec le module Simuled. Donc Simuled, qui est un logiciel qui a été lancé au départ par l'ADR en Haute-Normandie, donc qui est en phase d'expérimentation pour donner accès à l'ensemble des aides sur tous les territoires. Simuled. Voilà, donc ça c'est l'essentiel. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sur Dialogie, donc voilà, l'essentiel est là. Donc, ok, très bien, merci beaucoup. Alors, on passe maintenant aux questions. On va revenir donc d'abord, Agnès, sur les questions qui concernent la com. Alors, on en avait produit plein. Qui veut commencer? Allez-y, prenez le micro. Alors, je vais commencer. Allez-y. Donc, Francine effectivement, sur la multitude des campagnes de communication qui nuit à la clarté en fait, du message, surtout bien sûr pour le particulier. Donc, le particulier a du mal à identifier l'interlocuteur idoine sur le terrain après. Donc c'est comment cette communication pourrait être plus dispatchée sur les territoires pour favoriser la mise en valeur en fait des relais d'information par territoire et localement. Alors, dans un monde parfait, effectivement, on travaillerait davantage les partenariats de communication. On a dû le faire en son temps. Je me rappelle d'un partenariat de communication avec la région Bretagne, mais c'était du temps de Faisons vite ça chauffe, si je me rappelle bien, où effectivement on avait réussi à la fois avoir une campagne nationale et à avoir une campagne déclinée régionalement.
Personnellement, c'est mon souhait évidemment qu'on puisse arriver à avoir une déclinaison locale et une visibilité nationale sur un même message. Ça serait sans doute ce qui serait le plus pertinent et le plus efficace. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, la gouvernance très honnêtement, je préfère parler de langue de bois, la gouvernance de la campagne aujourd'hui ne nous permet pas dans les délais idoines, j'allais dire, d'arriver à combiner des campagnes nationales et des campagnes régionales, mais je ne désespère pas qu'on y arrive et qu'on retrouve ce type de partenariat qu'on a pu réussir à faire en son temps. Effectivement, je pense que c'est ce qui marchera le mieux, avoir une communication nationale qui se répète ou qui se retrouve à un niveau régional avec un même logo ou une même marque ou un même message. C'est évidemment ce qui marchera le mieux. Ok, madame. Oui, donc nous, dans les espaces Info-Énergie, on est très attentifs à la communication nationale. Cette année, quand même, on a eu une campagne de communication qui a eu lieu fin juillet. Un moment où on avait un conseiller sur 2 qui était en congé, et en plus en étant informé la veille pratiquement pour le jour même. Donc nous, on ne peut pas s'organiser là du coup pour essayer de répondre au mieux à la demande des particuliers, on ne sait pas comment faire. Et c'est vrai qu'à faire une campagne de communication, autant la faire peut-être sur une période un peu plus propice, on va dire. Je ne suis pas certaine que pendant l'été, c'est le moment où les particuliers on se pose réellement ces questions-là. Et de nous informer un peu en amont pour qu'on puisse s'organiser réellement dans nos structures. Voilà. Vous avez quelques amis. Non, mais c'est évidemment quelque chose qui est partagé et j'allais dire, y compris par nous. Faut bien que vous compreniez sur ce sujet de la communication que l'ADEME n'est qu'un opérateur de la communication du ministère. C'est comme ça que c'est écrit dans son prochain contrat d'objectif. L'ADEME est opérateur du ministère pour la communication grand public. Donc l'ADEME dépend du ministère et d'une gouvernance là pour cette communication-là qui est très spécifique puisqu'elle dépend à la fois du ministère de l'Environnement et du Développement durable et de l'énergie, du ministère du Logement et puis du service d'information du gouvernement. Donc on a une gouvernance qui est somme toute assez complexe et quand on nous demande de communiquer, c'est souvent comme ça que ça se passe. On propose des choses, mais on nous demande aussi des choses. Donc pourquoi est-ce qu'on communique effectivement en juillet? Parce que la ministre souhaite communiquer en juillet au moment où elle sort sa loi et au moment où elle veut montrer quelque chose de concret par rapport à sa loi. Donc c'est simple. Alors effectivement, nous, je vous l'ai dit, on pense qu'il est plus préférable d'un point de vue efficacité de communication de communiquer en mars-avril et en septembre-octobre. C'est des périodes dont on a repéré qu'elles étaient plus efficaces, y compris pour vous, évidemment, et pour la réponse. Maintenant, quand on nous demande, eh ben, on fait, puisqu'on est opérateur sur ce sujet-là. Donc c'est comme ça que ça se passe. Après, effectivement, sur les délais, j'aimerais aussi pouvoir répondre en disant que dans un monde parfait, on vous préviendrait un mois à l'avance. Dans un monde parfait, nous, on aurait aussi une réponse un mois à l'avance sur les propositions qu'on fait. Aujourd'hui, la gouvernance ne nous le permet pas, l'organisation du système de validation ne nous le permet pas, donc on fait là aussi au mieux, on informe au mieux en interne, dès qu'on a l'information, on la transmet en interne à nos chargés de com, on fait au mieux de l'information qu'on a, mais il faut que vous compreniez que parfois, nous avons des validations qui sont la veille pour le lendemain. Voilà. Et que parfois, il faut qu'on retourne les spots radio parce que finalement, ça ne va pas et on recommence. Donc tout ça, c'est des choses qui sont à notre niveau, qu'on gère au mieux. Et effectivement, moi, je regrette très sincèrement, évidemment, que ça ne soit pas plus simple, mais c'est aujourd'hui notre quotidien à nous, côté com. Alors, oui, bon, allez-y. Et après, on terminera avec 2 questions de Sylvain. Je vous en prie. Ok. Moi, je voudrais revenir sur les marques. Parce que quand on met sur les marques, on a parlé des marques tout à l'heure, Agnès a abordé le sujet des marques, ne sachant pas ce qu'on pouvait faire. Alors quand on monte une plateforme, c'est assez délicat parce qu'on souhaite simplifier le message vis-à-vis des bénéficiaires de la plateforme. On se pose la question, est-ce qu'on continue de focaliser sur la marque Espace Info Énergie, sur Pris, ou donner un petit nom à une plateforme?
en tout état de cause, si on part dans une plateforme et qu'on fait une campagne de communication importante, puisque c'est comme ça qu'on va y arriver, on ne pourra plus changer après. Donc nous, on envisage de faire premier semestre de lancer la plateforme. Après, si la marque change, on ne pourra pas la changer. Moi, je préviens tout de suite l'ADEME, on fera un choix. Ce choix-là, on ne changera pas. Parce que sera plus. Enfin, l'investissement en communication des collectivités locales sera très important. Et je me vois mal 6 mois après lui dire non, la marque, la nouvelle marque. Ça plus comme ça. Voilà, c'est juste pas possible. Oui, non, mais. Et en même temps, à l'inverse, si on veut pouvoir rendre visible le service à un niveau national, il faut qu'il n'y ait qu'une seule marque. Donc il va falloir qu'on arrive sans doute à combiner des marques locales et un label national un réseau d'eux. Alors aujourd'hui, c'est le réseau des EIE pour ce qui concerne les EIE. Donc il va falloir qu'on arrive à une solution qui combine une marque participant à un réseau qualifié. Alors aujourd'hui, ça s'appelle plateforme, mais ce ne sera pas le nom. Enfin, le nom de la loi, c'est plateforme. Mais voilà, qui vous permettra, vous, de communiquer à la fois sur votre marque et le fait que vous participez au réseau de la marque nationale qui permettra à celui qui entendra la radio ou la télé de dire « Ah oui, c'est bien de ça qu'il s'agit ». Donc il va falloir que, forcément, une campagne au niveau national, elle sera efficace si on a un seul nom, sinon on n'y arrive pas. C'était le principe du numéro Azur, c'est le principe du site, etc. C'est ce que rappelait fort justement Cathy Narcisse ce matin. On a besoin d'une visibilité et de quelque chose d'assez unique, unifié en tout cas au niveau d'une communication nationale. Donc il va falloir qu'on arrive intelligemment à trouver le mode de communication qui vous permet d'exister au niveau local avec votre marque, mais participant à un réseau et une marque nationale. Donc ça sera sans doute ça la solution, mais il faudra qu'on la trouve ensemble. Le problème, c'est pas exister, c'est communiquer, c'est ça. Oui, non, mais il faut qu'on arrive à... Moi, Info Énergie, ça me va bien. Si on ne m'embête pas pour me dire après, il ne faut plus l'utiliser, je suis embêté. Bon, donc, de toute façon, je nous vois mal, nous, ADEME, qui ne sommes pas financeurs à 100% des plateformes, vous imposer une nouvelle marque qui aura été validée avec vos autres parties prenantes. À quel délai que ça peut se faire, ça? Je pense que ça se fera courant 2016, mais du coup, il y aura, voilà, pour moi, il y a sûrement à être assez pragmatique dans les notions de marque et dans ce qu'on va trouver ensemble, quoi. Bon. Deux dernières questions, il ne nous reste que 3 minutes, donc on va faire vite. Sylvain Godinot, il y avait 2 questions. Une peut-être pour Alban Gaspard. Vous interrogiez sur les messages très ciblés, je reprends votre terme, chasseurs de primes vis-à-vis des publics. C'est du comportemental, ça. Écoutez-le, c'est intéressant. Et puis la dernière sur la qualité de l'air intérieur, ce sera peut-être pour José Kerr. C'est déjà partiellement traité. Enfin, vous avez expliqué l'évolution des campagnes de communication et que justement vous étiez plus sur le 80% d'aide qui nous avait fait beaucoup travailler, mais qui avait posé quelques questions quand même dans le message. Donc je pense que le message, il a déjà bien évolué. Aujourd'hui, je vois 2 sujets un peu nouveaux, enfin en tout cas importants pour le territoire du Grand Lyon, c'est avoir un message qui concerne les propriétaires bailleurs, qui concerne quand même une énorme partie du parc des villes et qui vont nous bloquer la rénovation, notamment dans les copros. Bloquer, enfin moi je suis en train de réfléchir à mettre des critères tant de propriétaires bailleurs, on n'y va pas, quoi. On discute même pas avec la copropriété parce qu'on sait que le taux d'échec sera trop élevé et que dans une logique de rationalisation de moyens, alors évidemment je le validerai pas, enfin voilà, c'est le Grand Lyon qui décidera ou qui décidera pas de le faire, mais le propriétaire bailleur aujourd'hui, on a vraiment besoin de leviers pour le faire bouger. Et puis le deuxième sujet, oui, c'est le sujet de la qualité de l'air. Je me dis que dans les grandes agglos, il y a aussi un enjeu là sur lequel on pourrait peut-être plus insister. Alors après, c'est pas de la communication nationale, c'est peut-être des communications locales. Mais utiliser l'argument de la rénovation pour la qualité de l'air, je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire. Et puis j'avais une suggestion super simple. Alors soit je suis très très peu au courant de ce qui se passe dans le réseau UE, soit on n'a pas de newsletter qui nous informe les directeurs et les conseillers. Et les informations que vous venez de nous dire là, notamment enfin tous les deux, sur les prévisions de ce que l'ADEME va lancer, si on pouvait les avoir par écrit, pour avoir une trace, parce que le téléphone arabe entre les journées EIE et ce qui nous redescend DDR, c'est quand même un petit peu fatigant. Et ça coûte, franchement, vous lancez un marché, il y en a pour quelques milliers d'euros, on est tous d'accord que c'est anecdotique comme effort. Pour ne rien vous cacher, on y pense à la newsletter EIE. Effectivement, au-delà de l'intranet et la boîte à com, par exemple, je pense qu'elle marchera encore mieux si vous avez une newsletter qui vous renvoie vers la boîte à com pour vous inciter à regarder, etc., etc. Donc il y a effectivement quelque chose à travailler là-dessus. On y réfléchit avec le Patrick Alfano pour avancer sur ce sujet-là en 2016. Bon. Vous pouvez ajouter ?
Oui, sur la qualité de l'air, c'est un sujet. Alors, air intérieur, air extérieur. Air intérieur, la ventilation. Air extérieur, sur la rénovation, il y a le sujet du chauffage, l'utilisation de la biomasse, chauffage bois, et donc la qualité des appareils, des sujets de renouvellement des appareils anciens. Les opérations intéressantes, là, en Vallée de l'Arve, en Rhône-Alpes, là, vous connaissez bien. Et puis, un fonds air, donc, qui est en cours de déploiement pour multiplier ces opérations. Très bien. Merci beaucoup pour ces précieuses informations.